Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie d'avoir souhaité entendre le groupe Orange dans le cadre de vos travaux. La question que vous posez, celle de la dépendance, de nos dépendances numériques et de la souveraineté de la France dans ce domaine, est l'une des plus importantes qui soit pour notre avenir industriel, économique et stratégique. Je partage pleinement l'ambition qui a présidé à la création de cette commission et je souhaite y contribuer avec franchise. Permettez-moi de commencer par une proposition de cadre de lecture qui, je crois, conditionnera l'utilité de cet échange. La souveraineté numérique ne commence pas avec le cloud. Elle porte sur l'ensemble des couches technologiques, y compris les réseaux. Un cloud, même souverain dans ses statuts juridiques, ne l'est qu'autant que les infrastructures qui le portent le sont également, les fibres, les câbles sous-marins, les interconnexions de données et toute l'intelligence requise pour les opérer. Sans ces couches physiques maîtrisées, ou toutes ces dépendances technologiques, il n'est pas de souveraineté numérique qui tienne. C'est précisément sur ce socle et sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur lui que je veux me concentrer dans les minutes qui suivent. Notre stratégie cloud et nos offres de confiance, je suis évidemment heureuse de les aborder avec vous dans le fil de vos questions, mais je voudrais d'abord établir ce qui, selon moi, mérite aussi d'être au cœur de vos recommandations. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Je proposerai d'abord un état des lieux de ce qu'Orange est vraiment, un opérateur d'infrastructures physiques dont je vais vous décrire les différents maillons, les réseaux d'accès, mobiles, fibres, les cœurs de réseau, l'intelligence hébergée dans nos clouds, les câbles sous-marins, les infrastructures satellitaires. Je serai ensuite transparente sur nos propres dépendances, car la franchise sur ce point me semble la condition d'une conversation utile. Et je terminerai sur des textes réglementaires européens en cours, le DNA, le CSA, les enjeux d'attribution de fréquences satellites qui, dans leur état actuel, menacent de fragiliser encore plus les acteurs qui portent précisément les infrastructures dont dépend la souveraineté que vous cherchez à défendre. Orange est le premier opérateur télécom intégré en France, mais également présent dans 26 pays, au service de plus de 300 millions de clients, des particuliers et des entreprises. Nous accompagnons par ailleurs les entreprises multinationales, françaises mais également européennes, dans plus de 100 pays à travers notre réseau IP mondial, Orange Global Network, qui irrigue 230 points de présence répartis sur tous les continents. Ce qui nous distingue de beaucoup d'opérateurs en France et en Europe, c'est notre nature d'opérateur d'infrastructures physiques. Là où en Europe et en France, la majorité des opérateurs ont cédé, parfois contraints, pour des raisons financières, leurs infrastructures, notamment à des fonds, rarement français ou européens, nous avons fait le choix stratégique d'en garder le contrôle. Premier maillon de notre chaîne d'infrastructures, les réseaux d'accès. Le cuivre, bien sûr par le passé, désormais la fibre, jusque chez l'habitant, nos antennes mobiles. Notre réseau fibre dessert 57 millions de prises en Europe, de foyers et entreprises confondues. En France, nous sommes également propriétaires du génie civil, bien sûr, la boucle locale, les fourreaux souterrains, les poteaux aériens sur lesquels repose le déploiement de la fibre de l'ensemble des opérateurs en France. Cette infrastructure que nous continuons d'entretenir et dont la valeur stratégique est reconnue par tous les acteurs du secteur. Nous possédons enfin Totem, notre société de Tours Télécom, propriétaire des 26 900 mâts qui supportent nos antennes mobiles avec un ratio d'occupation en progression continue. À cela s'ajoutent nos propres centres de données, des data centers que nous opérons en France, également en Europe, qui hébergent les données et les services de nos clients, entreprises et grand public, ainsi que nos cœurs de réseau, l'intelligence et nos propres systèmes d'information dans un environnement entièrement sous contrôle. Contrairement à d'autres opérateurs européens, nous n'avons cédé aucun de ces actifs. Ce choix a un coût, mais nous considérons que c'est une force. Deuxième maillon, l'interconnexion, les réseaux internationaux. Les dorsales longue distance, nous opérons 600 000 km de fibres terrestres et nous développons activement ce réseau pour répondre aux besoins croissants en capacité, notamment de la part des acteurs de l'intelligence artificielle. Sur ce réseau repose Open Transit, le seul backbone IP Tier 1 d'un opérateur français, une dorsale qui relie l'Europe, les États-Unis, l'Afrique et l'Asie à travers 230 points de présence internationaux sur laquelle les données transitent sous notre contrôle sans dépendance à un tiers. Troisième élément, les câbles sous-marins, qui constituent l'épine dorsale des échanges numériques intercontinentaux. Orange exploite 450 000 km de fibres sous-marines reliant la France à tous les continents, l'équivalent de plus de 11 fois la circonférence de la Terre. Et nous disposons, avec Orange Marine, d'une flotte de 6 navires câbliers, auxquels s'ajoute un navire de reconnaissance de tracé pour assurer en propre la pose et la maintenance de ces câbles. C'est une capacité industrielle quasi unique en Europe. Quatrième élément, nos infrastructures satellitaires. Nous n'opérons pas de satellites, mais nous exploitons nos propres téléports et stations sol qui constituent des points d'ancrage terrestre à la connectivité par satellite. Une capacité essentielle pour desservir les zones non couvertes par les réseaux terrestres et pour assurer la résilience de nos communications internationales. Orange a également engagé des investissements significatifs pour soutenir la filière spatiale européenne souveraine. Nous avons contribué au lancement de satellites de nouvelle génération aux côtés d'Eutelsat, Thales et Arianespace dans une logique de filière. Dans cette même perspective, le programme IRIS² vise à doter l'Union européenne d'une constellation souveraine pour sécuriser les communications critiques des États portées par le consortium SpaceRISE, Eutelsat, SES, Hispasat, auquel Orange contribue en apportant le cœur 5G, la connectivité des stations au sol et une capacité d'hébergement stratégique à La Réunion, participant ainsi directement à l'architecture technique du système.
Enfin, Orange n'est pas seulement opérateur de connectivité et d'infrastructure. Nous sommes également, avec 700 chercheurs, un budget de recherche et développement supérieur à 600 millions d'euros par an, plus de 11 000 brevets actifs, ce qui fait de nous le premier opérateur européen en matière de propriété intellectuelle et une participation active à la normalisation mondiale de la 5G, de la 6G, de la cryptographie post-quantique au sein du 3GPP, de l'ETSI et de l'ITU. Orange co-construit les standards technologiques de demain. Plus de 2000 entreprises dans le monde utilisent nos technologies sous licence. Et nous avançons résolument vers l'indépendance logicielle pour certains éléments de nos stacks. D'ici 2028, 80% de nos fonctions réseaux internationaux seront cloudifiées, contre 50% aujourd'hui. 30% seront développés en open source ou en propre, contre 20% actuellement. Nous construisons une véritable fabrique logicielle réseau pour réduire notre dépendance aux éditeurs de logiciels propriétaires. Nous ne subissons pas les standards américains, nous contribuons à les écrire et nous travaillons à nous en affranchir là où la souveraineté l'exige. Ces différents maillons d'infrastructures forment une chaîne que peu d'opérateurs en Europe possèdent de bout en bout. Ce que nous défendons, c'est la question de souveraineté numérique se pose sur ces infrastructures physiques également. Sans elles, il n'est pas de cloud souverain qui tienne, et sans opérateurs qui les financent et les maîtrisent, elle n'existera pas. Nos dépendances, identifiées, assumées, mais dans un cadre réglementaire qui risque de les aggraver. Orange, effectivement, n'est pas sans dépendance. Je veux vous le dire clairement, parce que la transparence sur ce point est la condition d'une conversation utile. Sur les réseaux, nous dépendons de 2 ou 3 équipementiers pour notre réseau d'accès radio. 2 sont européens. Et tandis que nous surveillons attentivement l'émergence potentielle d'un nouveau fournisseur, la réglementation européenne pourrait aggraver encore nos dépendances avec le Cyber Security Act, j'y reviendrai. Nos box grand public embarquent des chipsets à 100% fabriqués dans des fonderies taïwanaises sous tension géopolitique. Nos câbles sous-marins de nouvelle génération sont de plus en plus captés par les investissements des grandes plateformes américaines qui dominent désormais le financement de nouvelles capacités mondiales. Et sur le marché satellite, une position hégémonique se dessine qui pourrait contraindre nos propres offres. Mais nos dépendances ne s'arrêtent pas au réseau. Comme l'ensemble des grandes entreprises et comme l'État lui-même, ainsi que vos auditions l'ont amplement documenté, Orange est exposé aux logiciels et aux services cloud des grands éditeurs américains. Oracle, Broadcom pour ses licences, VMware, Microsoft, TIBCO, Red Hat, Atlassian, ces dépendances sont réelles. Nous les gérons activement, nous négocions avec fermeté les conditions de renouvellement, nous développons des plans de sortie pour certaines, nous diversifions nos sources là où c'est possible, et nous développons des alternatives souveraines pour nos propres opérations réseau, notre telco cloud natif, que nous proposons aussi à nos clients entreprises. Ce que je veux souligner, c'est que les solutions que nous trouvons pour nous-mêmes, nous avons vocation à les mettre à disposition à nos clients. Nous construisons Cloud Avenue, Secnum Cloud, pour les données les plus sensibles des acteurs publics et des OIV. Avec Capgemini, comme vous le savez, nous avons conçu Bleu pour permettre aux entreprises et aux administrations d'accéder aux meilleures technologies du marché tout en étant protégées des lois d'extraterritorialité américaines. Orange Cyberdéfense protège plus de 50 000 organisations contre les cybermenaces avec des équipes et des centres de détection entièrement européens. Ce que nous faisons pour nous, nous essayons de le rendre disponible à l'écosystème. Mais, et c'est là que je voudrais attirer votre attention, les enjeux de souveraineté doivent se penser à l'échelle européenne. La fragmentation actuelle de l'Europe, l'absence de marché unique du numérique est un réel frein et une perte de vitesse dans la durée. Plusieurs textes réglementaires européens en cours de finalisation sont susceptibles par ailleurs d'aggraver ces dépendances plutôt que de les réduire. Et avant même d'en venir à ces textes sectoriels, je voudrais signaler un paradoxe plus général qui pèse sur l'ensemble de nos capacités d'investissement. L'Europe proclame sa souveraineté numérique, mais elle élabore simultanément des textes qui fragilisent les acteurs qui financent les infrastructures dont cette souveraineté dépend. Avant d'aborder certains textes sectoriels qui nous concernent directement en tant qu'opérateurs, je ne peux pas ne pas mentionner un phénomène transversal qui touche l'ensemble des entreprises européennes et qui constitue à mon sens l'une des formes les plus pernicieuses de dépendance structurelle, l'accumulation des obligations de reporting et de conformité. Orange, comme toutes les grandes entreprises françaises et européennes, est soumise à un empilement de réglementations sectorielles, horizontales, verticales, nationales. CSRD, CS3D, DORA, NIS2, taxonomie verte, Pay Transparency, qui prévoient des états de reporting d'une granularité et d'un volume croissant. Ces obligations ont des objectifs que nous partageons absolument. Mais dans leur mise en œuvre actuelle, plusieurs d'entre elles produisent des effets contre-productifs. La directive Pay Transparency, par exemple, impose une publicité des écarts de rémunération dont la transposition mal calibrée crée de la rigidité salariale et de la tension sociale, là où l'objectif est précisément de les réduire. Et ce, sur un marché du travail où nos vrais concurrents pour les talents sont des acteurs américains qui n'y sont pas soumis. Plus largement, en nous obligeant à publier avec une précision croissante l'état de nos engagements fournisseurs et de nos politiques de ressources humaines, nous livrons à des acteurs extra-européens qui ne sont soumis à aucune obligation symétrique une transparence dont ils profitent sans la subir. J'aurai l'occasion de revenir sur un exemple particulièrement frappant de ce paradoxe avec l'extension de l'ETS aux navires câbliers. Ces acteurs extra-européens bénéficient ainsi d'une transparence qu'ils n'ont pas à offrir en retour, dans des conditions de compétitivité que les simplifications annoncées par le paquet Omnibus n'ont pas encore, dans les faits, substantiellement allégées.
Nous subissons des lourdeurs administratives, bilan carbone détaillé fournisseur par fournisseur, audit de chaîne de valeur, rapport ESG d'une complexité croissante qui absorbe des ressources humaines et financières considérables et qui constituent autant de handicaps compétitifs vis-à-vis d'acteurs qui en sont exemptés. Je ne demande pas que l'on renonce à ces objectifs, mais je demande que la représentation nationale et le gouvernement portent à Bruxelles un message clair. La simplification réglementaire n'est pas une concession faite aux entreprises, c'est une condition de la compétitivité européenne et la réciprocité des obligations doit être au cœur de toute négociation sur les accords commerciaux et les règles d'accès au marché européen pour les acteurs extra-européens. L'information spectacle vous fatigue ? Reprenez le pouvoir sur votre réflexion. Entre technocratie et colère populaire, notre e-book « La République selon Raymond Aron » offre les clés de lecture que les grands médias oublient. Profitez de l'offre de lancement à 9,99 €. Le savoir est une arme. Lien en description. J'en viens maintenant à 4 textes qui nous concernent plus directement en tant qu'opérateurs de réseau sur lesquels je voudrais formuler des attentes précises. Le Digital Network Act, l'équation économique est absente. Le Digital Network Act porte une ambition que nous partageons. Nous avons un enjeu absolu de taille critique en Europe. Je l'ai dit, la fragmentation de l'Europe est une faiblesse structurelle. Simplifier, harmoniser, approfondir le marché intérieur, comme l'avait proposé dans son rapport Mario Draghi, soutenir l'investissement. Cette proposition de texte comporte des avancées réelles, notamment sur le spectre et les licences de longue durée. Mais sur l'essentiel, la proposition de texte manque sa cible. Il ne traite pas l'équation économique du secteur. Il n'existe toujours pas de mécanisme contraignant de rééquilibrage dans la chaîne de valeur numérique. Les grandes plateformes qui génèrent entre 50 et 70% du trafic sur nos réseaux ne contribuent pas à proportion au financement des infrastructures qu'elles utilisent. Cette asymétrie continue de s'accentuer chaque année. Par ailleurs, le DNA ne simplifie pas une régulation télécom conçue pour des marchés initialement en monopole, alors que nous opérons dans un environnement multi-infrastructures fortement concurrentiel désormais. L'accès ex-ante généralisé doit céder la place à une régulation fondée sur la réalité des marchés locaux. Sans correction de ces asymétries, les opérateurs européens continueront d'investir sans retour suffisant et la souveraineté des réseaux restera un vœu pieux. Le Cyber Security Act, un paradoxe également. L'objectif de cybersécurité est absolument partagé. Nous investissons massivement dans la résilience de nos réseaux et Orange Cyberdéfense, comme je l'ai dit, est le premier acteur européen en la matière. Mais la version actuelle du texte nous préoccupe profondément. En réduisant drastiquement, sans analyse de matérialité ou de faisabilité, le nombre d'équipementiers admissibles sur des segments critiques, le texte risque de nous placer entre les mains d'un nombre très limité de fournisseurs. En voulant réduire une dépendance, on pourrait en créer une autre, plus concentrée encore, et demander aux opérateurs d'en financer seuls le coût à travers des swaps d'équipements massifs sans mécanisme de compensation. Une politique de sécurité qui affaiblit financièrement les opérateurs qu'elle prétend protéger affaiblit in fine la sécurité de l'ensemble. Nous demandons un principe de proportionnalité réelle dans les obligations et un mécanisme de compensation pour les coûts de swap qui relèvent de décisions de politique publique et non de défaillances commerciales. La souveraineté ne se construit pas en réduisant l'assiette des équipementiers admissibles à 1 ou 2 acteurs, aussi remarquables soient-ils. Enfin, j'en viens aux enjeux satellites. Le sujet des services satellites mobiles, Direct to Device, est probablement le test le plus sérieux devant nous de la cohérence stratégique européenne dans les 18 mois qui viennent. Starlink, adossé à Deutsche Telekom, annonce une couverture de 140 millions d'abonnés européens d'ici 2028. IRIS², l'alternative européenne, ne sera pas opérationnelle avant 2029 ou 2030 et n'embarque pas à ce stade de projet Direct to Device qui, en tout état de cause, ne serait pas disponible avant 2031 ou 2032. Dans cet intervalle, un acteur non européen, massivement subventionné, peut prendre une avance structurelle et irréversible sur le marché mobile européen en accédant directement aux clients finaux, en contournant les opérateurs de réseaux terrestres et en créant une dépendance dont il sera impossible de se défaire. Or, les signaux que nous recevons de la Commission européenne sur l'attribution de la bande 2 GHz sont préoccupants. La souveraineté est regardée comme un facteur favorable, mais à la marge, et non comme un critère d'éligibilité. L'accès wholesale est considéré comme un plus et non comme une obligation, ce n'est pas suffisant. Sur le Mobile Satellite Spectrum, le marché se joue ex ante, pas après coup. Si les conditions d'attribution de la bande 2 GHz n'incluent pas des critères clairs de souveraineté et d'accès indirect pour les opérateurs terrestres, la souveraineté mobile européenne sera compromise avant même qu'IRIS² soit opérationnel, et si tant est que le programme embarque du Direct to Device. Enfin, une illustration emblématique de notre problème. Un exemple qui peut sembler technique, mais qui illustre mieux que tout autre la contradiction entre les ambitions proclamées et les décisions concrètes. L'extension du système ETS aux navires poseurs et réparateurs de câbles sous-marins créera une distorsion de concurrence dont les victimes seront quasi exclusivement les acteurs européens, à commencer par Orange Marine. Les navires basés dans un port de l'espace économique européen devront acquitter des quotas d'émissions, y compris pour des opérations menées hors d'Europe, tandis que leurs concurrents non européens, opérant sur les mêmes marchés mondiaux, n'y seront pas soumis. Les effets en chaîne sont prévisibles et documentés. Relocalisation des stocks de câbles hors des ports européens, recours accru à des navires non européens pour les appels d'offres internationaux, pression contractuelle exercée par les grands donneurs d'ordre, dont les
GAFAM eux-mêmes pour imposer des bases de maintenance extra-européennes et affaiblissement progressif d'une filière industrielle stratégique. Orange Marine, tout comme Alcatel Submarine Networks, se retrouveront face à un dilemme, perdre des marchés face à des concurrents dont les navires seront basés en dehors d'Europe ou délocaliser ces navires pour garder leur marché. En pratique, on ne décarbonera pas l'activité, on la déplacera hors d'Europe. C'est le cas d'école d'une politique qui, sous couvert d'un objectif environnemental parfaitement louable, manque sa cible et dégrade l'autonomie stratégique de l'Union dans un domaine où elle dispose encore d'atouts industriels réels. Si l'Europe veut rester souveraine sur ses câbles sous-marins, elle doit exclure les navires câbliers du champ de l'ETS ou au moins adapter le dispositif avant son entrée en vigueur. Mesdames et messieurs les députés, votre commission arrive à un moment charnière. La France investit depuis des années dans une ambition de souveraineté numérique, mais cette ambition ne peut se réaliser si les acteurs qui portent concrètement les infrastructures voient leur capacité d'investissement érodée par des textes européens qui ne prennent pas la mesure de l'équation économique réelle. Nous demandons des choses précises sur le Digital Network Act, qu'il devienne le texte qui restaure la capacité d'investissement du secteur avec un mécanisme contraignant de contribution des grandes plateformes et une régulation proportionnée à la réalité des marchés. Sur le Cyber Security Act, un principe de proportionnalité réelle dans les obligations de sécurité et un mécanisme de compensation pour les coûts de swap. Et sur le Mobile Spectrum, des critères contraignants de souveraineté et d'accès wholesale dans l'attribution de la bande 2 GHz du spectre Mobile Spectrum. Le marché ne se rattrapera pas après coup. La représentation nationale est aujourd'hui pleinement éclairée. Vos auditions l'ont amplement documenté sur la façon dont les investissements des opérateurs télécoms dans les réseaux du futur et leur souveraineté sont contraints, paradoxalement, par le cadre réglementaire même qui prétend les soutenir. Nous espérons que cette commission saura adresser au gouvernement et à la Commission européenne un message très clair sur ces sujets. Derrière cette audition de Christelle Heidemann, un message clair se dessine. La souveraineté numérique ne se joue pas uniquement dans le cloud, mais dans toute la chaîne technique, des câbles sous-marins jusqu'au logiciel. Autrement dit, maîtriser les données sans maîtriser les infrastructures reste une illusion. Le constat posé par Orange est lucide, l'Europe dispose encore d'atouts majeurs, notamment dans les réseaux physiques, mais elle reste dépendante sur des points critiques. Semi-conducteurs, logiciels américains, plateformes numériques ou encore financement des infrastructures. Une dépendance qui, en cas de crise géopolitique ou économique, pourrait fragiliser à la fois l'État et l'ensemble de l'économie. Mais le point le plus stratégique réside ailleurs, dans ce paradoxe européen. D'un côté, l'Union affirme vouloir renforcer sa souveraineté numérique. De l'autre, certaines réglementations risquent d'affaiblir les acteurs qui investissent justement dans ces infrastructures. Trop de contraintes, pas assez de réciprocité face aux géants extra-européens. En filigrane, une question centrale émerge, peut-on être souverain dans un monde numérique dominé par quelques grandes puissances technologiques ? Comme le rappelait Charles de Gaulle, l'indépendance ne se délègue pas. Dans le numérique, elle se construit ou elle se perd. Conclusion. La souveraineté numérique européenne ne dépend pas seulement de la technologie, mais de choix politiques, industriels et stratégiques cohérents. Et le temps, lui, joue contre ceux qui hésitent. Merci beaucoup, Madame, pour ce propos liminaire. Avant de passer la parole à la rapporteure, j'aurais peut-être une première question pour qu'on puisse cadrer les choses et puis qu'on ait ce sujet qui soit traité. Le président du conseil d'administration d'Orange est aussi le président de la French American Foundation. Dans un article du Figaro de décembre 2023, on disait que cette nomination, enfin cette présidence de la French American Foundation permettrait de propulser Orange dans une autre dimension. Quel est le sens de cette représentation, sachant qu'Orange est peu présent aux États-Unis? Est-ce que ces liens influent sur les décisions d'Orange? On est dans le cadre d'une question sur les souverainetés, donc il est normal que je la propose en préambule. Alors d'abord, le président du conseil d'administration d'Orange préside le conseil d'administration, mais il y a un conseil d'administration, il a une voix dans les votes du conseil d'administration, donc, et vous imaginez bien que notre gouvernance est absolument étanche et veille à l'indépendance. Il est administrateur indépendant au conseil d'administration. Il y a des administrateurs qui représentent nos différents actionnaires, des administrateurs qui représentent l'État, des administrateurs qui représentent les salariés, et il n'intervient en rien dans la direction de l'entreprise. Bien sûr, le conseil d'administration valide la stratégie de l'entreprise. J'en profite pour préciser que Jacques Aschenbroich, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, président de la French American Foundation, ne sera
sera plus président d'Orange à compter de la prochaine Assemblée générale. Il y a un vote qui est proposé à l'Assemblée générale du mois de mai pour renouveler M. Aschenbroich comme administrateur indépendant. Mais en raison de limite d'âge, c'est Frédéric Sanchez qui sera nommé président du conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale. Voilà. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci, je vous remercie pour ce propos liminaire qui a abordé les choses de manière extrêmement large. L'information spectacle vous fatigue? Reprenez le pouvoir sur votre réflexion. Entre technocratie et colère populaire, notre e-book La République selon Raymond Aron offre les clés de lecture que les grands médias oublient. Profitez de l'offre de lancement à 9,99 €. Le savoir est une arme. Lien en description. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.